une tradition gallo-romaine, et les tenants de ceux qui pensaient que la France avait d'abord et avant tout une origine germaine, les Francs. Et vous avez là, effectivement, on n'a pas le temps de développer, mais derrière des enjeux très étroitement politiques. Vous avez mis l'accent sur, en employant les termes de Pontalis et la planche, les termes psychanalytiques, là encore on retrouve en effet une proximité qui est vôtre avec, et qui me réjouit, avec Paul Ricoeur. Car en effet, Paul Ricoeur, même dans ce livre, La mémoire, l'histoire, l'oubli, mais il avait déjà consacré entre 1960 et 1965, comme vous le savez, un essai sur Freud, de l'interprétation, qui a volé d'ailleurs une bonne partie de bois vert des lacaniens, mais ça c'est un autre problème. En France, dans la réception du livre, Paul Ricoeur utilise le terme aussi de perlaboration, tout à fait essentiel, car si on s'intéresse à la mémoire, si on s'intéresse à la relation histoire-mémoire, si on s'intéresse donc à ce passé qui ne veut pas passer, c'est pas par goût touristique, c'est parce que c'est une nécessité existentielle. Nécessité existentielle où il s'agit d'éviter ce que Freud appelle la compulsion de répétition, qui renvoie à la mort, tout simplement. La mort individuelle d'un chacun, confronté à la compulsion de répétition, mais aussi la mort collective d'un peuple, condamné à la compulsion de répétition. Eh bien, pour, comme vous le dites très bien, réouvrir le devenir, réouvrir vers le futur, et d'autant que nous vivons dans une crise de régime d'historicité où le futur s'est opacifié, où ce futur est de plus en plus opaque et en crise. Crise de l'avenir, crise du futur. Certains vont même jusqu'à théoriser la fin de l'histoire. Vous voyez, ce serait fini, on n'aurait plus qu'à aller se coucher. Eh bien, il faut réouvrir. Et cette réouverture, et surtout quand on a un passé traumatique, eh bien, il passe par ce travail que vous avez indiqué de perlaboration et qui passe par, et on voit là encore une autre catégorie freudienne, par le travail de deuil. Et ce travail de deuil, effectivement, il est mobilisé dans notre rapport à la mémoire. Et Paul Ricoeur, là, dans ce travail de perlaboration, je ne suis pas sûr de vous suivre sur le caractère exemplaire, là, mais où j'ai peut-être mal compris, sur les figures exemplaires. Là où nous invite Paul Ricoeur, c'est dans l'interrelation justement entre histoire et mémoire que se réalise ce travail de perlaboration. C'est-à-dire que, puisque l'histoire est du côté de la vérité, que la mémoire est du côté de la fidélité, eh bien, Ricoeur voit dans la possibilité d'une dialogique entre ces deux pôles. Il voit le fait qu'il faut mettre plus de vérité dans la fidélité et plus de fidélité dans la vérité. Et c'est là que l'historien est appelé à participer à ce travail de perlaboration. C'est là notre tâche. C'est là notre tâche, et d'ailleurs Michel de Certeau l'avait très bien vu lorsqu'il définissait l'opération historiographique comme, très belle image, le tombeau pour la mort. Tombeau pour la mort, le tombeau de mort renvoie à un genre musical de Couperin, mais il renvoie aussi au tombeau pour la mort, c'est-à-dire assigner une place aux morts. Vous savez que le drame, le drame le pire pour ceux qui ont perdu des leurs, et notamment en Amérique latine, c'est de ne pas retrouver les corps. Donc effectivement, ce travail de tombeau pour la mort n'est pas un travail de mélancolie, il est un travail pour réouvrir l'avenir. C'est-à-dire pour assigner une place à la mort, aux morts, au passé, pour que les forces du devenir, de l'avenir, soient réouvertes vers un futur qui est aujourd'hui complètement à reconstruire, parce que le futur sur lequel vivaient certains, on sait aujourd'hui que c'est un futur, un sens interdit, et pour cause, quand on voit où il a mené.
Donc il faut réouvrir en effet le champ des possibles. Et sur ce plan, en effet, paradoxalement, l'historien et celui qui travaille sur la mémoire va changer le passé. Et alors, il ne peut pas changer le passé. Eh bien si, on peut changer le passé par ce travail-là. C'est le travail que fait l'analyste dans la cure analytique avec son patient, dans le transfert et le contre-transfert. Eh bien, c'est le travail auquel nous sommes appelés en historien par rapport à ces pathologies. Et sur ce plan, je vous suis aussi sur la question de la multiplicité. Je disais hier que la grande fresque de Pierre Nora se terminait non pas par la France, mais les France, en 3 volumes. Donc nous avons aussi la multiplicité. Et Paul Ricoeur, par rapport à la question de la tradition que vous posez, énonce un concept qui me semble éclairant, qui n'est pas loin de tradition, mais pour se démarquer justement de l'enquistement de la tradition, de l'enfermement traditionnel, il parle de traditionnalité, c'est-à-dire de ce en quoi la tradition permet justement de changer, de se modifier, de finalement rejoindre ce qu'est sur l'identité personnelle l'ipséité, c'est-à-dire la transformation, l'émergence du soi dans la rencontre de l'autre. Et ceci permet effectivement l'ouverture vers l'avenir, et c'est extraordinaire, mais je ne sais pas d'ailleurs si vous l'avez fait exprès ou pas, comme M. Jourdain, mais vous terminez votre discours sur le terme de reconnaissance. Or là encore, empreinte ricoeurienne, puisque vous savez vous le savez évidemment, que le dernier ouvrage, avant qu'il ne meure, de Paul Ricoeur s'appelle Parcours de la reconnaissance, et que c'est effectivement ce travail. Je me souviens, Paul Ricoeur, de me dire que le plus difficile était d'accepter le discours de l'autre sur soi. Eh bien, en effet, je crois que c'est cela qu'il faut réaliser, c'est-à-dire cette ouverture du récit de soi sur l'autre et d'accepter les discours des autres sur soi-même. J'ai épuisé mon temps. Non, parce que... je peux dire encore quelques mots alors, en déplaçant un peu le projecteur sur la France par rapport à ce qu'est la question de la mémoire ici au Pérou, et qu'en est-il de la mémoire sur le plan public en France, pour dire que peut-être de manière moindre, mais on a vécu aussi dans une mémoire clivée, dans une histoire-mémoire, parce que, comme l'a dit Nora, ce qu'on appelait l'histoire de France, c'était la mémoire du groupe dirigeant de la France. Donc c'était la mémoire dirigeante. Eh bien, cette mémoire a vécu une césure, un clivage très très fort, et qui s'enracine évidemment dans ce événement clivant qu'est la Révolution française. Et on peut même dire que l'historiographie est née de là, histoire comme genre, c'est-à-dire l'idée de comment recoudre les fils après la guerre civile si longue qu'a été la Révolution française, la période bonapartiste, et là vous avez 2 mémoires. Vous avez eu très longtemps, pendant tout le long du XIXe siècle, 2 France. Eh bien, c'est la tâche un peu que se sont fixés les représentants de l'histoire, les romantiques, Augustin Thierry, Guizot et autres, de mener une politique de la mémoire pour refaire de l'homogénéité. Et non seulement pour retrouver de l'homogène, mais de l'homogène qui finalement pallie les contradictions internes à la France, et donc le clivage entre les 2 France, en déplaçant ce clivage vers l'extérieur. C'est-à-dire que ce qui était fait à l'époque, c'était de déplacer vers l'Allemagne, puisque nous sommes au XIXe siècle, l'ennemi n'était pas un ennemi intérieur, c'était l'ennemi extérieur, c'était l'allemand, après avoir été l'anglais. Eh bien, c'est ce déplacement qui appelait à nouer, effectivement, et qui donnait un certain discours, qui était le discours héroïque.
et guerriers d'ailleurs, parce que les grands on magnifiait ceux qui avaient été capables d'agrandir le territoire, de gagner sur les terrains de bataille. Et on a assisté de manière plus contemporaine, récente, à une déconstruction de cela. Évidemment, la Révolution française s'est éloignée comme enjeu clivant, et même s'il y a effectivement toujours des clivages, que l'Union européenne a dissous d'elle-même cette opposition au-delà des frontières dites naturelles. Et ce qui s'est passé, c'est une dénationalisation là de la mémoire, une déconstruction un peu de l'état structurant de l'État-nation autour de la mémoire et l'avènement, on peut dire, d'un nouveau régime mémoriel, qui est un régime, disons, victimo-mémoriel, qui est apparu dans les années 60-70. Ce régime victimo-mémoriel, mais on retrouve la question de la victime que vous posiez, qui fait qu'aujourd'hui, on est passé des morts pour la France aux morts à cause de la France. Vous voyez, le déplacement, il est majeur, il a été mis en avant par Serge Barcellini, et en effet, le premier, les morts pour la France, relève d'une politique du souvenir et de l'héroïsation. Le second, les morts à cause de la France, du devoir de mémoire. Je laisse point à Christian. Et d'une logique de repentance. Et d'une idéologie des droits de l'homme, de la repentance, de la souffrance, qui devient une souffrance identitaire. Et là, vous avez effectivement eu une gouvernance des mémoires sur fond de ce que Chaumont a appelé la concurrence mémorielle, la concurrence des mémoires, avec une matrice, on n'a pas le temps de développer, qui est la matrice de la Shoah, avec de la reconnaissance du génocide juif, et avec des politiques, des responsables politiques très rapidement, qui, à partir de là, ont géré un peu différemment cette mutation. François Mitterrand a vécu, par exemple, cette mutation, mais les débuts de cette mutation, et il était encore dans le régime mémoriel de la résistance, de l'héroïsation, et il a résisté à ce passage mémoriel, victimo-mémoriel. Et par contre, son successeur, Jacques Chirac, va prendre un tournant assez radical sur ce plan, prendre en charge la politique victimaire. Je rappelle son allocution de 95, où il reconnaît la responsabilité de l'État dans la rafle du Veldiv du 16 juillet 42. Je rappelle la mission Matteoli 97, restitution des biens aux victimes, aux survivants de la Shoah. Bien, il prend, et pour terminer, pour ce qui est de notre président actuel, Nicolas Sarkozy, lui, joue sur les deux registres. C'est-à-dire qu'il renforce les injonctions de la gouvernance mémorielle, après avoir dit d'ailleurs qu'il passerait à côté, et mais de manière très prescriptive. Tout le débat en 2007 sur la lecture de la lettre de Guy Môquet, et tout le débat qu'il y a eu autour, puis sa proposition qui a fait long feu, parce que elle a soulevé un tollé absolument partout en 2008, lors d'une réunion du CRIF, où il a proposé que des enfants de CM2, des petits-enfants, CM2 c'est 5, 6, 8 ans, voilà, 8 ans, de 8 ans, prennent chacun en charge la mémoire d'un des 11 000 enfants français victimes de la Shoah. Imaginez le fardeau pour ces enfants de 8 ans. C'est pas passé dans les... Et d'autre part, deuxième régime, ça c'est le régime victimo-mémoriel pris en charge par l'État, mais deuxième registre qui est aussi pris en compte et qui fait débat aujourd'hui, mais qui va être mis en place, c'est que si vous avez un lieu de la mémoire qui se construit ici, à Lima, nous avons, nous, en construction, en lieu et place des archives, et qui fait débat, une maison de l'histoire de France, et c'est là où il prend en charge l'autre volet de l'histoire-mémoire homogène et prescrite par l'État.
comentarios al doctor François Dos. A continuación vamos a tener la intervención del doctor Christian Delacroix. Él nos va a exponer Paul Ricoeur, los historiadores y el deber de la memoria. El doctor Delacroix ya estuvo con nosotros el viernes pasado en un conversatorio, sirvió una suerte de introducción al tema de hoy que va a estar muy interesante. Él es profesor de Historia e Historiografía Contemporánea del Laboratorio de Análisis Comparado de Oder de la Universidad de París, especialista en Historia Contemporánea, Epistemología de la Historia e Historiografía. Y bueno, los dejamos con la intervención del doctor Delacroix. Bonjour, d'abord je voudrais très rapidement remercier les organisateurs de cette réunion et particulièrement Georges Omnet et leur dire que je suis à la fois très heureux et très honoré d'être ici pour parler avec vous. Alors je vais vous parler effectivement de Paul Ricoeur, les historiens et la question du devoir de mémoire, et mon exposé, vous le verrez, va recouper assez souvent certains points qui ont été développés par le professeur Toubineau et par François Dos. Alors vous savez que, normalement les noms propres devraient s'afficher, Inès, oui, je ne sais pas, un petit peu. Vous savez qu'en 2000, Paul Ricoeur fait paraître son grand livre, La mémoire, l'histoire, l'oubli. Le livre est très largement salué comme une œuvre maîtresse, par un peu partout, et notamment par de nombreux historiens. Cependant, il provoque des discussions, des débats, notamment parmi les historiens, mais pas seulement parmi les historiens, aussi avec des sociologues et des philosophes. Et un des points de discussion, c'est la question justement du devoir de mémoire. Alors moi, je vais me concentrer sur les réactions des historiens, en évoquant quelquefois celles de certains philosophes, mais je vais me concentrer donc sur les réactions des historiens pour mieux cerner les enjeux de ces discussions qui sont en quelque sorte, qui font rejouer des anciens débats, des anciennes discussions sur la grande question des rapports entre histoire et mémoire. Alors parmi les reproches qui sont faits à Ricoeur, qui tournent d'ailleurs quelquefois à la quasi-accusation, certains, il y a notamment celui d'abandon du devoir de mémoire. Ricoeur aurait abandonné le devoir de mémoire dans ce livre au profit d'une autre notion qui est celle de travail de mémoire. Alors assez souvent, il y a au moins deux autres reproches ou critiques qui sont associés à celui-ci. C'est ce qui concerne ce qui serait un retour au positivisme de Ricoeur, on va peut-être en parler. Et deuxième autre reproche, critique, réticence, autour de ce qui serait chez Ricoeur une illusion de neutralité axiologique. Dit autrement, de neutralité sur la question des valeurs. Or, c'est, et ça a été évoqué par François Dos, c'est la question de la Shoah et de sa mémoire qui va constituer ce que j'appellerais un point de focalisation et de convergence